Bonjour et bienvenue sur Cap ou pas Cap, l'émission de ceux qui relèvent des défis. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Pascal Aumont, conférencier. Pascal, peux-tu nous dire ce que tu fais aujourd'hui? Je suis donc conférencier, ça veut dire que, imagine, tu organises un séminaire avec tes 200 collaboratrices, collaborateurs, il va y avoir du slide, il y a la directrice financière qui va parler, il y a le directeur marketing, etc., etc., etc. Et tu veux qu'il y ait un moment d'inspiration, de divertissement. Tu fais appel à qui? Tu fais appel à moi. Voilà, c'est-à-dire que je viens sur scène pendant 3/4 d'heure, 1 heure et quart. Je parle de mes sujets qui sont la prise de parole en public et le modèle disque des 4 couleurs pour mieux communiquer, que tu connais sans doute, que tu connais. Et j'en parle avec humour, donc à la fois il y a le côté divertissant, et à la fois il y a du sens, et à la fois il y a l'inspiration. Et donc les gens passent un bon moment, ils apprennent des choses. Et en même temps, tu fais passer des messages importants. Des messages super importants pour les entreprises aujourd'hui, ouais. Mais tu n'as pas toujours fait ça. Donc, Non. qu'est-ce que tu faisais avant? Avant, j'étais à l'école déjà, avant, et à l'école, j'ai appris à devenir un bon informaticien. C'est ça que j'ai appris. J'ai eu un baccalauréat scientifique en 1993, j'ai fait des études, j'ai fait une maîtrise d'informatique appliquée à la gestion des entreprises, sortie 1997, Université Paris-Dauphine. J'ai été pendant 12 ans ingénieur en informatique, dans des sociétés de services en informatique, dans une boîte financière, chez Google à New York, j'ai fait tout ça. Et puis, il y a eu un tournant fin 2009. Ok, donc est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que finalement ça a été une succession d'événements qui t'ont amené à te poser des questions sur ta reconversion? Il n'y a pas vraiment eu un déclic, il y a eu une opportunité en fait. C'est-à-dire que depuis que je suis enfant, je fais du spectacle. J'ai toujours fait du spectacle, du seul en scène avec des imitations, tu sais, je suis imitateur, du théâtre d'improvisation, plein de choses sur scène. Et avec en parallèle ce boulot très sérieux d'ingénieur en informatique, d'études, tout ça. Donc il y avait vraiment ces deux mondes qui étaient parallèles et qui se rencontraient jamais. Et donc, depuis enfant, je me dis, mais ce que j'aime faire en fait, c'est être sur scène. L'informatique, je sais faire, je suis pas mauvais, ça a fait gagner ma vie, mais depuis que je suis enfant, ce que j'aime faire, c'est être sur scène. Il va falloir que je trouve le moyen d'être sur scène. Tu sais, c'est le truc que tu as un peu derrière la tête, ce rêve d'enfant qui est là, mais que tu n'oses pas vraiment accomplir. Et donc, il a fallu une opportunité pour ça. Et quelle a été cette opportunité? Alors donc, en 2008 et 2009, entre fin 2007 et fin 2009, on est parti aux États-Unis avec mon épouse, qui elle, faisait de la recherche en neurosciences et qui donc avait eu un poste à l'Université de Columbia à New York. Donc moi, je l'ai suivi. Une fois qu'on est arrivé là-bas, j'ai trouvé un boulot. Et donc, j'ai travaillé chez Google en tant qu'ingénieur en informatique pendant 2 ans. Merveilleux. Je peux te dire que tous mes anciens collègues en France disaient « Ah, t'es chez Google, c'est fabuleux, c'est incroyable ». Sauf que moi, en étant chez Google, c'est là que je me suis rendu compte que je suis chez Google, je suis à New York et je ne m'épanouis pas dans mon boulot. Donc, il faut vraiment que ça change. Et donc, en rentrant des États-Unis, on est revenu en France. Et là, du coup, j'ai pu, comme j'avais suivi mon épouse aux États-Unis, Pôle emploi m'a gentiment fourni des allocations pendant quelques mois. Et donc, c'est le moment où j'ai pu changer. J'ai pu dire, OK, je touche le chômage pendant quelques temps. Je peux faire le changement. Mais je ne suis pas devenu conférencier tout de suite, parce que je ne connaissais même pas ce métier. Je suis devenu formateur. D'accord. J'ai animé énormément pendant des années de formation sur la prise de parole en public. Et c'est déjà un pas vers le métier de conférencier. Parce qu'être formateur, c'est de la transmission. Donc ça, voilà, c'est fabuleux. C'est aussi un peu de spectacle quand même, parce que tu es face à un groupe, tu montes des trucs sur la prise de parole. Donc c'était un peu la porte d'entrée vers le métier de conférencier que j'ai découvert un peu plus tard. J'ai commencé à être formateur fin 2009, début 2010, et j'ai découvert le métier de conférencier dans les années 2013, 14, 15, et vraiment je me suis impliqué en tant que conférencier à partir de peut-être 2017, 2018, quelque chose comme ça. Juste pour revenir sur le pivot que tu as fait, quelles ont été les questions que tu t'es posées ou peut-être les peurs, les craintes que tu as eues à ce moment-là? Alors évidemment, il y a des craintes parce que c'est quand même un immense saut dans le vide. Et un saut dans le vide sans vraiment de parachute. Donc tu te dis, ouais, forcément, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais avoir des contrats? Est-ce que les gens vont s'intéresser à ce que je fais? Est-ce que je vais trouver des clients? Tu te dis, est-ce que je vais avoir suffisamment d'argent pour qu'on puisse tout simplement vivre correctement? Tu te dis, tu abandonnes quelque chose derrière toi.
qui est un métier sûr. Je me suis dit, est-ce que je ne suis pas en train de faire une bêtise? Donc, je me suis posé toutes ces questions, mais elles n'ont jamais été un guide. C'est-à-dire que jamais la peur a été devant. Ce qui a toujours été devant pour moi, et je pense que c'est aussi en lien avec mon tempérament, c'est l'optimisme, c'est la confiance, c'est de me dire, je sais faire en fait, je sais faire. Et comme je sais faire, ça va marcher. Donc il y a quand même ce truc, et c'est aussi parce que je pense que c'est relié à mes rêves d'enfant, ce truc de je sais faire. Et donc la confiance a été plus grande que la peur. Donc il y a les peurs, et franchement, si elles n'étaient pas là, ce serait très bizarre. Il y a les peurs, mais la confiance était supérieure à la peur, et c'est pour ça que j'ai pu y aller. Ok, donc la confiance, l'optimisme. Mais comment est-ce que tu t'es organisé? Quelles ont été les étapes qui t'ont permis de réellement avoir un projet solide et de pouvoir en vivre? Oui. Alors, il y a des gens qui sont hyper structurés, qui s'organisent vachement. Moi, ce n'est pas exactement mon tempérament, mais quand même, il a fallu en mettre un minimum. Donc, quand on est rentré en France, je me suis dit, je vais essayer de trouver des clients par moi-même. Donc, j'ai créé un site web, ça je sais faire, je suis ancien ingénieur en informatique, je crée mon site web, je vais trouver des clients, tout ça. Et là, ça n'a pas marché. Donc là, je me suis dit, je vais faire autre chose. Optimiste toujours. Donc, j'ai contacté des organismes de formation qui font des formations prise de parole en leur disant, voilà, moi, je fais des formations prise de parole et donc, je peux bosser en sous-traitance pour vous, ce qui est le modèle de la formation aujourd'hui. Et donc, j'ai passé des tests et ces organismes de formation, il y en a 3-4 avec lesquels j'ai travaillé régulièrement. Donc, en termes d'organisation, je n'ai pas fait un business plan à 5 ans. J'ai plutôt été en mode, je teste des choses. Si ça ne marche pas, je saisis d'autres opportunités. Donc, il y a vraiment le truc d'être hyper actif, de ne pas avoir peur de travailler, de ne pas avoir peur de chercher, de ne pas avoir peur d'échouer parfois, de continuer d'avancer. Donc ça, c'est d'un point de vue mission que j'ai pu trouver. Et après, d'un point de vue financier, voilà, j'avais ce truc où j'ai pu toucher le chômage pendant, je ne sais plus combien de temps c'était, 18 mois à l'époque, quelque chose comme ça. Et puis, il y avait mon épouse aussi qui elle avait un boulot en revenant des États-Unis. Elle avait son boulot. Donc, financièrement, ça pouvait matcher aussi. Et comment, du coup, une fois que tu as passé cette étape de formateur, est venu le déclic de la conférence et comment tu t'y es pris? Je suis allé voir une association qui s'appelle l'Association française des conférenciers professionnels pour voir ce qu'est vraiment ce métier. J'ai découvert des gens qui font vraiment ce métier à plein temps, dont le boulot, c'est d'aller toute la journée faire des conférences. Enfin, pas tous les jours, mais très souvent. Et donc, j'ai vu que c'était possible. Je me suis dit, c'est possible. Ça existe. Ça existe. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Et en plus, c'est à la croisée de ce que je sais faire. Je sais faire la transmission parce que je suis formateur. Je sais faire le spectacle parce que je fais du spectacle depuis que je suis enfant. Et en plus, j'adore ça. Donc c'est là que se trouvait ma zone on dit zone de génie. J'aime pas trop cette expression parce que ça fait genre je me la pète un peu. Je suis Léonard de Vinci, mais on appelle ça comme ça, la zone de génie. C'est là que ça se trouve pour moi. Le temps court, spectaculaire, avec de la transmission. C'est vraiment exactement tout ce que je sais faire. Donc, à l'AFCP, l'Association française des conférenciers professionnels, il y a des ateliers, il y a de la transmission, tu rencontres du monde, tu te rends compte que c'est possible. Et donc, c'est comme ça que, après, j'ai commencé à être extrêmement présent sur LinkedIn. Et je pense que toute personne qui est indépendante doit être extrêmement présente sur LinkedIn pour faire connaître ce qu'elle fait et qui bosse en B2B. Donc, extrêmement présent sur LinkedIn. J'ai produit beaucoup de vidéos, de contenus, de choses comme ça, divertissants. L'idée, c'est de se dire, je vais être conférencier, il faut que je fasse comme les autres conférenciers, mais un peu mieux. Toujours mieux, quoi. Parce que c'est si je fais mieux que je vais pouvoir sortir du lot et pouvoir vraiment réaliser ça. Donc, faut avoir des idées, faut se dire... avec ma personnalité à moi, comment est-ce que je peux faire la même chose que les autres, mais un peu mieux. Trouver ton atout différenciant. Ouais, exactement. Et si on revient sur ton ancienne vie d'ingénieur, quelles ont été les compétences que tu as pu développer, utiliser, qui étaient déjà présents dans l'exercice de ces fonctions-là et qui te servent aujourd'hui en tant que conférencier? Alors, il y a les compétences techniques d'informaticien, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de mon site web et ça, j'aime bien faire, que j'ai une appétence aussi pour le montage vidéo, etc. Donc, je fais tout moi-même et j'adore ça. Donc, ça, c'est les premières compétences. Deuxième compétence aussi, c'est tout ce qui est autour de la gestion de projet. Parce qu'en tant qu'ingénieur en informatique, j'ai eu après à gérer des projets, à comprendre que même, comme je te disais tout à l'heure, si mon appétence n'est pas l'organisation, il faut le faire.
il faut gérer son projet, il faut se mettre des deadlines, il faut gérer les différentes ressources. Et donc, ça, j'ai aussi appris dans la gestion de projet parce que je suis indépendant, mais je travaille quand même aujourd'hui en mode projet avec d'autres gens. Je crée des séries de fiction, des films de fiction sur le modèle disque des 4 couleurs pour mieux communiquer. Il peut arriver, par exemple, qu'un client me dise « on a besoin de 7, 8 formateurs sur la prise de parole pour un jour donné pour tel événement ». J'ai mon réseau. Donc là, ça demande des compétences de gestion de projet qui sont celles que j'ai pu acquérir dans mon boulot d'ingénieur en informatique. OK. Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait que tu es différenciant, justement? Alors moi, c'est les imitations notamment. Je suis imitateur et ça, je crois que je suis le seul conférencier imitateur, j'allais dire en France, peut-être même de toute la planète. Peut-être. Peut-être. C'est possible. Et de tous les temps, j'en sais rien. Et ça, c'est mon plus, c'est-à-dire que si je parle de prise de parole en public, je vais parler par exemple de la manière dont Fabrice Lucchini... Pardon, j'allais dire articule, mais j'ai mal articulé, donc je recommence. La manière dont Fabrice Lucchini articule, et que pour quelqu'un qui n'articule pas bien, c'est important de le faire comme Fabrice Lucchini. Ce genre de choses, les silences de Jean-Claude Van Damme. Ok, on ne comprend rien à ce qu'il dit, on écoute quand même. Donc ce genre de choses, et ça, c'est assez unique, et c'est ça qui fait que les gens adorent. Parce que ça permet de passer un bon moment, et ça permet aussi de mémoriser, de retenir. Pareil sur le modèle disque des 4 couleurs, qui est un modèle comportemental. Je vais utiliser Nicolas Sarkozy pour parler du comportement rouge, qui est sûr de lui, rapide, direct, faut que ça avance même. Ben voilà. Merci Nicolas. Je vous en prie, écoutez, il y a ceux qui interviewent, puis il y a ceux qui font. Moi je fais, qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens à exercer ce métier passion? Comment tu le vis, comment tu te sens? Aujourd'hui, je suis super heureux parce que je fais exactement ce qui me correspond et je me suis reconnecté à ce rêve d'enfant qui était un rêve de scène. Pas comme je l'imaginais quand j'étais gamin. J'imaginais pas que ça existait ce métier-là. Mais voilà, aujourd'hui, je sais quoi faire de ces imitations que je fais depuis que je suis tout petit. Je les mets à profit pour pouvoir transmettre des messages dans des conférences. Donc ça, déjà, la reconnexion au rêve d'enfant, je pense que c'est un essentiel pour se sentir bien, pour se sentir heureux. Je suis très heureux d'être indépendant aussi. C'est-à-dire que le statut d'indépendant, pour moi, il est important. C'est de la liberté de travailler comme je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et ça, pour moi, c'était essentiel. Et ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Donc, bien dans ce que je fais et bien dans le côté indépendant. Et là, pour l'instant, tout roule. Et pourvu que ça dure. Et c'est peut-être aussi ça les peurs qu'on peut avoir quand on est indépendant ou quand on est chef d'entreprise, c'est de se dire on n'a pas de revenus assurés toute la vie. Rien. Donc, encore une fois, moi, avec mon naturel confiant et optimiste, ça ne me mine pas, ça ne m'empêche pas de dormir la nuit. Ce qui a pu m'empêcher de dormir la nuit, c'est le boulot administratif que j'ai réussi à gérer comme il faut. Mais en tout cas, la peur de ne plus avoir, non, ça, je n'ai pas ce problème-là. Et aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à des personnes qui ont cette espèce de petit caillou dans la chaussure qui les dérange et qui ont envie de changement et qui ont des peurs, qui ne savent pas par où commencer? Quel conseil tu leur donnerais pour justement, pourquoi pas retrouver leur rêve d'enfant, réaliser leur rêve d'enfant? Oui. C'est d'envisager, de voir ce qu'ils ont à y gagner. C'est de se projeter dans le futur. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel parce qu'on va vite se perdre dans tout ce qu'il y a à faire en disant « ouais, mais si je veux changer, je vais perdre mon confort actuel, il va falloir que je fasse ça, que je fasse ci, que je fasse ça, ça va être compliqué, nanana. » Et du coup, on a vite tendance à renoncer. Mais si on se projette en disant « si j'y vais vraiment, voilà ce que je peux être dans 5 ans, voilà ce que je peux être dans 10 ans. » Donc, de voir la récompense qu'il y a au bout, là, c'est vraiment une clé pour se mettre en action, c'est de voir la récompense qu'il y a au bout. Pour moi, c'est essentiel. C'est le « et si ça fonctionnait ». Ouais, parce qu'en vrai, ça va fonctionner. Et il y a une autre clé qui est assez polémique, c'est-à-dire que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, c'est de ne pas avoir de plan B. Je suis complètement d'accord avec toi. Ah, tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi, parce que si on a un plan B, on diffuse son énergie et sur son plan A et sur son plan B. Et voilà, et du coup, on n'est pas à fond dans le plan A. Et puis, comme on a le plan B, c'est moins grave si on ne réussit pas son plan A. Donc, on va pas y mettre
tout son cœur, quoi. Donc, alors il y a une étude qui est intéressante, une étude scientifique là-dessus. Je ne sais plus où est-ce qu'elle a été réalisée. Il faudra retrouver les références. C'était d'avoir des étudiants regroupés en 2 groupes où on leur donnait des trucs difficiles à faire, de logique, vraiment qui étaient compliqués. On leur disait si tu réussis, tu auras une barre chocolatée. Okay. Il y a un groupe à qui on a dit si tu réussis, tu auras une barre chocolatée. Si tu ne réussis pas, tu n'auras rien. Et l'autre groupe, on a dit si tu réussis, tu auras une barre chocolatée. Et si tu ne réussis pas, tu as peut-être moyen de trouver une autre barre chocolatée sur le campus, on te donnera des petits indices. Et évidemment, donc, ils avaient un plan B, ceux-là. Ceux qui avaient un plan B, ils ont moins bien réussi que ceux qui n'avaient pas de plan B. Et donc, c'est polémique un peu parce que c'est vrai que ça fait peur de se dire pas de plan B, mais si ça ne marche pas, je suis SDF, je fais quoi? Et ça va marcher, quoi. Ça va marcher. Si on y met les moyens, si on y met la générosité, ça peut que marcher. Merci Pascal. Avec plaisir. Avant de conclure, peut-être, où est-ce qu'on peut te retrouver? Les personnes qui ont envie de te découvrir, de découvrir le livre que tu as récemment écrit, découvrir tes vidéos, pourquoi pas te solliciter pour des conférences, comment est-ce qu'ils peuvent prendre contact avec toi? Le plus simple, c'est en passant sur mon site web, pascalaumont.fr. Et la deuxième chose, c'est que, comme je te disais, je suis extrêmement présent sur LinkedIn. Donc, en tapant mon nom sur LinkedIn, Pascal Aumont, on me retrouve. Et là, voilà, là, on peut être connecté. Là, on te voit tous les jours. Pas tous les jours, mais quand même très souvent. Effectivement, j'envahis les écrans. Et ça, c'est vraiment une clé aussi. Hein, c'est d'être toujours, comme on dit, top of mind des gens, vraiment être toujours à l'esprit des gens pour réussir dans tout métier où on a envie que les gens nous fassent confiance, quoi. Merci Pascal. Avec plaisir, merci. Avant de se quitter, j'ai vu que tu avais amené un objet particulier. Est-ce que tu peux nous en dire plus aujourd'hui? Quel symbole il a pour toi? C'est un micro. Alors c'est un micro, pourquoi? Parce que moi, dès que je vois un micro dans une salle, je vais le choper et je parle dedans. Et s'il ne marche pas, je suis hyper déçu. Le micro, quand tu parles dedans, ça amplifie ta voix. Et le métier que je fais aujourd'hui, le métier de conférencier, c'est vraiment un métier d'amplification. C'est-à-dire que tu amplifies ta voix, oui, parce que tu as un micro, mais tu amplifies certains traits de ta personnalité pour les amener sur scène, comme un artiste qui fait du stand-up, par exemple. Et puis, tu amplifies aussi tes messages. C'est-à-dire que tu trouves les bons chemins pour exprimer, pour expliciter tes messages, que ce soit par des anecdotes, par des imitations comme moi. Et donc, pour moi, le micro, il symbolise ça. Il symbolise l'amplification. Et je pense que, finalement, tout le monde peut se dire qu'il peut symboliser quelque chose pour chacun, finalement. Parce que le micro, il va amplifier quoi? Pour quelqu'un qui veut se reconvertir, pour quelqu'un qui veut changer de métier, qu'est-ce que je vais chercher, que je vais devoir amplifier et mettre sur le devant de la scène? Entre guillemets, la scène au sens métaphorique, parce que tout le monde ne veut pas faire de la scène. Mais même si je veux devenir artisan boulanger alors que j'ai été commercial dans une boîte qui fait des photocopieurs, qu'est-ce que je vais aller chercher chez moi? L'amour du travail bien fait, l'amour du goût, la relation client aussi peut-être. Je vais aller chercher ça et je vais l'amplifier grâce à un micro métaphorique. Donc comment faire entendre ma voix par rapport à un projet qui me tient à cœur? Mais c'est très bien résumé, bravo. Et comment trouver ma voix, choisir ma voix et occuper ma voix. La voix et la voix, c'est ça Exactement. C'est ça le petit jeu de mots. Bien joué, bien joué. Pascal, merci infiniment. Merci Julienne. Nous, on se retrouve dans une prochaine émission de Cap ou pas Cap avec un nouvel invité qui a relevé ses défis.